1960. Une femme sous la douche, un couteau qui s'abat. Nous connaissons tous cette scène de psychose. Mais savez-vous qu'elle contient exactement 78 plans, qu'elle dure 45 secondes? Maintenant, sautons 26 ans plus tard. 1986. Blue Velvet de David Lynch s'ouvre sur une oreille sectionnée, abandonnée sur un terrain vague. Un seul plan, l'horreur frontale. Aucun détour, aucune ellipse. Entre ces deux images, quelque chose de fondamental s'est brisé dans le cinéma américain. Quelque chose qui a libéré les démons que Hollywood gardait soigneusement enfermés. Aujourd'hui, nous allons explorer une filiation secrète, découvrir comment David Lynch est devenu l'héritier interdit d'Alfred Hitchcock, comment il a osé filmer en pleine lumière ce que le maître anglais ne pouvait qu'esquisser dans l'ombre. Cette évolution ne raconte pas seulement l'histoire de deux cinéastes, elle révèle la transformation profonde de l'Amérique elle-même, de ses fantasmes, de ses peurs, de ses obsessions les plus secrètes. Car Lynch n'est pas simplement un admirateur d'Hitchcock, il est Hitchcock libéré de toute censure. Et cette liberté va révéler des vérités que l'Amérique préférait garder cachées. « 1930. L'industrie hollywoodienne, effrayée par les scandales et la pression politique, s'impose volontairement une camisole de force qui va durer 38 ans, la Motion Picture Production Code, plus connue sous le nom de Code Hays. Ce code établit des règles d'une précision quasi obsessionnelle. Les baisers ne peuvent excéder 3 secondes. Un couple marié filmé au lit doit impérativement garder un pied par terre. La nudité est bannie, même suggérée. Les perversions sexuelles, terme qui désigne alors l'homosexualité, sont totalement prohibées. La violence explicite est interdite, tout comme l'apologie du crime. Pour mesurer l'ampleur de ces contraintes, essayez d'imaginer Scorsese privé de sang, Tarantino sans violence ou David Lynch sans rien de ce qui fait Lynch. Pendant près de 4 décennies, Hollywood va produire des films dans ce carcan moral. Mais c'est précisément dans cette prison que va naître le génie d'Alfred Hitchcock. Car plutôt que de subir ces contraintes, il va les transformer en moteur créatif. La censure ne devient pas son ennemi, mais sa complice la plus fidèle. Prenons un exemple concret. 1946, Les Enchaînés. Hitchcock veut filmer une scène d'amour passionné entre Cary Grant et Ingrid Bergman. Impossible, le code interdit les baisers prolongés. Qu'à cela ne tienne, Hitchcock découpe sa séquence en fragments. Les deux acteurs s'embrassent, se parlent à voix basse, bougent dans l'appartement, se réembrassent, murmurent encore. Techniquement, aucun baiser individuel ne dépasse les 3 secondes autorisées. Le résultat, 2 minutes d'une tension érotique absolument inédite à l'écran. Plus sensuelle que n'importe quelle scène d'amour explicite d'aujourd'hui. Autre exemple, encore plus révélateur, 1960, Psychose. Comment montrer un meurtre brutal quand tout est interdit? Hitchcock révolutionne le montage. Il fragmente l'action en 78 plans distincts. Il utilise du sirop de chocolat dilué pour simuler le sang. Jamais nous ne voyons le couteau pénétrer la chair de Janet Leigh. Pourtant, cette séquence de 45 secondes va traumatiser toute une génération de spectateurs, plus efficacement que les films d'horreur les plus gore d'aujourd'hui. Hitchcock vient de découvrir un principe fondamental du cinéma. Parfois, ce qu'on cache frappe infiniment plus fort que ce qu'on montre. L'imagination du spectateur devient l'arme la plus redoutable du réalisateur. Mais en 1968, cette prison dorée s'effondre brutalement. Les mœurs évoluent, la société change, les jeunes contestent. Le code Hays devient obsolète et disparaît, remplacé par un simple système de classification par âge. Du jour au lendemain, tous les interdits tombent. Hollywood peut enfin montrer la nudité, la violence, la sexualité dans toutes ses formes. Les démons du cinéma américain, si longtemps refoulés, peuvent enfin sortir de l'ombre. Et c'est dans cette Amérique libérée de ses tabous qu'émerge, à la fin des années 70, un jeune réalisateur du nom de David Lynch. Lynch hérite des mêmes obsessions qu'Hitchcock, mais dans un monde où plus rien ne l'oblige à les dissimuler. Et cette liberté va révéler quelque chose de troublant. Ce qu'Hitchcock transformait en art par nécessité, Lynch va le révéler comme vérité brute de l'Amérique. 3 obsessions vont particulièrement illustrer cette filiation interdite. Première obsession, le désir qui dévore. 1958, Vertigo. Scotty Ferguson est hanté par Madeleine Elster qu'il croit morte.
Quand il rencontre Jodie Barton, il entreprend de la transformer physiquement en Madeleine. Il lui impose une coiffure, des vêtements, une gestuelle, une façon de marcher. Il la remodèle selon son fantasme obsessionnel. Mais Hitchcock, prisonnier du code, doit tout suggérer. L'érotisme passe par les couleurs, le vert de la robe, le rouge des murs, par les regards, ces longs plans fixes sur Kim Novak. Par les symboles, cette spirale qui hante tout le film. La possession reste psychologique, l'obsession demeure chaste en surface. 2001, Mulholland Drive. Diane Selvin, actrice ratée et désespérée, s'enfonce dans un rêve compensatoire. Dans ce fantasme, elle devient Betty Helms, version idéalisée d'elle-même, et transforme Camilla Rhodes, l'actrice qui l'a rejetée, en Rita, femme amnésique et dépendante qui a besoin d'elle. Même mécanisme de dédoublement Hitchcock, même obsession de la transformation, même désir de posséder l'autre en inversant les rapports de force. Mais Lynch peut montrer ce qu'Hitchcock devait cacher. La masturbation de Diane dans son canapé sordide, l'amour physique passionné entre Betty et Rita, le désir homosexuel assumé, filmé sans phare ni métaphore, les corps nus, les gémissements, l'extase puis l'effondrement. Lynch révèle que l'obsession d'Hitchcock était sexuelle et que cette sexualité, une fois libérée de la censure, révèle sa dimension la plus sombre, la destruction de soi dans l'autre. Deuxième obsession, la violence du foyer. 1960, psychose. Norman Bates vit sous l'emprise de sa mère. Enfin, c'est ce qu'il croit. Cette relation familiale toxique, cette folie héréditaire, ce matricide originel, tout demeure dans l'ombre. Hitchcock transforme la violence domestique en horreur mentale, en suggestion psychologique. Le mal familial devient métaphore, la brutalité se mue en névrose. 1986, Blue Velvet. Frank Booth contrôle Dorothy Valence par la terreur. Il frappe, humilie, mais surtout détient le fils de Dorothy en otage et l'utilise comme moyen de chantage. Cette famille éclatée, reconstituée par la violence, reproduit les schémas de la violence domestique la plus crue. Lynch place littéralement sa caméra, et nous avec, dans le placard de Dorothy. Nous sommes contraints de voir les coups, d'entendre les insultes, d'assister à l'humiliation sexuelle. Ce qu'Hitchcock murmurait en langage codé, Lynch le hurle en pleine lumière. Et nous découvrons que derrière la respectabilité de surface de l'Amérique des années 50, qu'Hitchcock filmait en noir et blanc, se cachait déjà cette Amérique violente et perverse que Lynch révèle en couleurs saturées. Troisième obsession, le regard qui souille. 1954, fenêtre sur cour. Jeff Jeffries, immobilisé dans son fauteuil roulant, épie ses voisins par sa fenêtre. Hitchcock fait de nous des voyeurs consentants. Nous partageons son regard, nous participons à sa curiosité malsaine. Mais c'est un voyeurisme encore innocent, presque ludique. À la fin, Jeff résout l'énigme, démasque le coupable, sauve la demoiselle. Hitchcock nous pardonne notre voyeurisme en nous donnant raison. 1997, Lost Highway. Pete Dayton découvre des cassettes vidéo mystérieuses qui filment l'intérieur de sa propre maison. Quelqu'un l'observe, l'enregistre, envahit son intimité. Lynch transforme le voyeurisme en paranoïa technologique. La caméra n'est plus l'œil bienveillant d'Hitchcock, mais résout les mystères. Elle devient un regard malveillant, intrusif, qui révèle des vérités que nous préférerions ignorer. Plus besoin d'un spectateur voyeur rassurant comme Jeff. Chez Lynch, nous sommes tous observés, tous traqués par des yeux invisibles. Et cette fois, personne ne viendra nous sauver de ce que ces yeux ont vu. Voici la différence fondamentale entre les deux cinéastes. Hitchcock nous rendait voyeurs, puis nous pardonnait nos pulsions en nous donnant une morale satisfaisante. Lynch nous rend voyeurs et nous laisse seuls avec nos démons. Cette évolution révèle quelque chose de profond sur l'Amérique elle-même. Dans les années 50, on pouvait encore croire à la rédemption, au happy end, à la justice qui triomphe. Dans les années 80, cette innocence s'est définitivement perdue. Cette évolution du voyeurisme innocent d'Hitchcock au voyeurisme coupable de Lynch ne raconte pas seulement l'histoire de deux cinéastes. Elle révèle la transformation profonde de l'Amérique elle-même, de ses rêves et de ses cauchemars. Les années 50 d'Hitchcock, c'est l'Amérique de l'après-guerre triomphante, celle qui a vaincu le fascisme, qui découvre la prospérité des banlieues, qui s'invente le rêve américain moderne. Mais sous cette façade immaculée, Hitchcock devine déjà les fissures. Ses personnages sont rongés par l'angoisse, obsédés par la culpabilité, hantés par des désirs inavouables. Seulement voilà, le code Hays l'empêche de montrer ses pulsions directement. Il doit les crypter, les sublimer, les transformer en art.
Cette contrainte devient paradoxalement sa force. Elle l'oblige à inventer un langage cinématographique d'une subtilité inouïe. Quand Norman Bates regarde Marion Crane se déshabiller par le trou dans le mur, Hitchcock filme d'abord l'œil de Norman, puis le trou, puis Marion de dos. Il ne montre jamais Norman et Marion dans le même plan. Cette pudeur forcée crée une tension plus électrisante que n'importe quelle scène de voyeurisme explicite. L'Amérique des années 80 de Lynch, c'est une toute autre histoire. Reagan au pouvoir prône le retour aux valeurs traditionnelles, mais cette Amérique conservatrice de surface cache une violence souterraine que plus rien ne contient. La guerre du Vietnam a brisé l'innocence nationale, le Watergate a révélé la corruption du pouvoir, les serial killers font la une des journaux, la drogue ravage les banlieues. Derrière la façade réganienne du Morning in America, Lynch détecte une pourriture qui remonte à la surface. Et lui, contrairement à Hitchcock, peut la montrer sans phare. Plus besoin de métaphores. Plus d'obligation de sublimer. Lynch peut filmer l'Amérique telle qu'elle est vraiment. Violente, perverse, malade de ses propres fantasmes. Cette liberté révèle quelque chose de troublant. Car si Hitchcock était contraint de transformer le mal en beauté, Lynch nous montre que le mal peut être beau par lui-même. Que la violence possède sa propre esthétique. Que la perversion fascine autant qu'elle dégoûte. Prenez la séquence d'ouverture de Blue Velvet. Lynch filme d'abord l'Amérique de cartes postales, pelouse parfaite, clôture blanche, pompiers souriants, puis il plonge sa caméra dans l'herbe et nous révèle le grouillement des insectes, la violence primitive qui se cache sous la beauté de surface. Cette image résume tout. L'Amérique d'Hitchcock, c'était la pelouse parfaite. L'Amérique de Lynch, ce sont les insectes qui la dévorent par en dessous. Mais il y a plus troublant encore, car en nous montrant cette violence cachée, Lynch nous force à reconnaître notre propre fascination pour elle. Hitchcock nous faisait complices de ces personnages malgré nous. Lynch nous révèle que nous l'étions déjà et depuis le début. Cette évolution du cinéma américain entre 1960 et 90 raconte donc l'histoire d'un pays qui passe de l'innocence feinte à la lucidité brutale. D'une Amérique qui refuse de se regarder en face à une Amérique qui ne peut détourner les yeux de ses propres abîmes. Hitchcock filmait l'Amérique qu'elle prétendait être, Lynch filme l'Amérique qu'elle a toujours été mais qu'elle n'osait pas s'avouer. Alors que révèle finalement cette filiation entre Hitchcock et Lynch? Que nous dit cette évolution sur nous-mêmes? La réponse est plus dérangeante qu'il n'y paraît. Car si Lynch est effectivement Hitchcock libéré, cette liberté révèle quelque chose que nous préférerions peut-être ignorer. Hitchcock, contraint par la censure, transformait nos pulsions les plus sombres en chefs-d'œuvre esthétiques. Il sublimait la violence en suspense, l'obsession en romance, le voyeurisme en jeu. Cette alchimie nous permettait de satisfaire nos instincts les plus bas tout en gardant bonne conscience. Nous pouvions être voyeurs, obsédés, fascinés par la violence tout en nous disant que c'était de l'art. Lynch nous retire cette consolation. Il nous montre nos démons sans phare, sans sublimation, sans rédemption finale. Et le plus troublant, c'est que nous continuons à regarder. Nous continuons à être fascinés. Nous découvrons que nous n'avions pas besoin de la beauté pour justifier notre attirance pour l'obscurité. Cette révélation dépasse le simple cadre du cinéma. Elle interroge la nature même de l'art et de notre rapport à lui. L'art doit-il nécessairement transformer le mal en beauté? Ou peut-il, comme le fait Lynch, révéler que le mal possède sa beauté terrifiante et irrésistible? Car voilà peut-être la véritable leçon de cette évolution. Hitchcock nous protégeait de nous-mêmes en habillant nos pulsions de respectabilité esthétique. Lynch nous confronte à notre vraie nature en nous montrant que nous n'avons pas besoin de cette protection. Il nous révèle que nous sommes plus sombres que nous ne voulions l'admettre, mais aussi paradoxalement que cette obscurité fait partie intégrante de notre humanité, qu'elle n'est ni à nier ni à sublimer, mais à reconnaître et à accepter. Entre l'oreille coupée de Blue Velvet et les 78 plans de Psychose, il n'y a finalement qu'une différence de méthode, pas de nature. Lynch n'a pas libéré les démons du cinéma américain, il nous a simplement montré qu'ils n'avaient jamais été enchaînés.